Tout d'abord, effectivement, le groupe de travail est parti d'un constat. Donc le constat de la région, c'est transparent suivant. Je ne sais pas, on doit le faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Nous avons une région qui, comme toutes les régions en France, a ses spécificités. Première spécificité, nous avons 1 400 000 logements, rien que pour les logements, à réhabiliter. 70 millions de mètres carrés de tertiaire. C'est un contexte qu'il faut prendre en compte dès le départ. Nous avons une prise de conscience de la nécessité de réhabiliter tous ces mètres carrés bâtis qui datent déjà d'il y a longtemps. Nous avons un nombre important de documentations de planification qui prennent en compte le volet de réhabilitation énergétique qui sont en place. Et du reste, de nombreux partenaires publics et privés qui se sont déjà mobilisés, une mobilisation active, une rénovation énergétique des bâtiments qui est déjà en cours, aussi bien chez les opérateurs privés que chez les opérateurs publics. Une autre spécificité, c'est que nous avons certes un foncier à bâtir qui est rare, mais 16 000 friches disponibles. 16 000 friches disponibles pour reconversion qui sont le plus souvent en zone urbaine et également un choix très consensuel de tous les acteurs de la région de garder dans chacun de nos quartiers qui soient en réhabilitation ou en rénovation urbaine le plus grand nombre de fonctions possibles. Il n'est pas question de chasser l'économique pour le mettre encore plus loin en périphérie. Il n'est pas non plus question de spécialiser à nouveau des quartiers dans le logement. Donc ce consensus-là, un consensus, j'allais dire républicain, mixité de fonctions, qui est partagé très largement. Donc voilà pour notre contexte régional, ce sur quoi nous avons ensuite élaboré les projets que nous allons vous proposer ensuite. En termes d'ambition régionale, nous n'avons pas cru devoir être plus exigeants que le facteur 4 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est déjà une ambition très forte sur le secteur du bâtiment. La deuxième ambition, c'est que le bilan énergétique de l'ensemble du territoire sur les consommations par les bâtiments soit positif en 2050, c'est-à-dire qu'on arrive, en dehors des besoins spécifiques d'énergie pour l'industrie, à s'auto-alimenter en 2050. Et enfin, là aussi, une ambition sur le rôle spécifique de la région, du conseil régional et de son exécutif, qui soit facilitatrice, qui soit motrice, mais qui respecte la diversité des différents territoires et leur autonomie de tous ces territoires qui composent la région. Donc voilà la base de notre réflexion. Alors, en termes de projets proposés, et de façon très immédiate, et c'est une demande de la filière professionnelle, il est apparu important de décliner l'objectif général, 2050, en objectif intermédiaire par sous-segment de typologie de bâtiment. Pourquoi ? L'entrepreneur a besoin de savoir quelle formation il va proposer à ses salariés, il a besoin de savoir sur quel marché il va se positionner. Est-ce que ça va être le grand ensemble? Est-ce que ça va être la petite maison individuelle, la maison en briques, etc. À chaque fois, c'est des techniques différentes. Et donc, la filière a besoin de savoir dans quelle direction elle va. Et pour ce faire, il faut en fait aller sur une granularité plus fine des objectifs de rénovation par type de bâtiment. Et ce travail tombe complètement dans les attributions de la région. Deuxième projet proposé que nous avons simplifié sous le terme massification et formation. L'idée principale, c'est dans un premier temps de recenser l'ensemble des projets exemplaires, des projets à composante énergétique évidemment, qui sont portés par les différents territoires pour que la connaissance de ces projets énergétiques exemplaires portés sur un territoire apportés aux autres territoires puisse justement aider à cet effet de massification des comportements exemplaires.
c'est évidemment assez faisable puisque c'est pleinement dans les compétences de la région. La deuxième, j'allais dire, composante de cette massification, c'est une nécessité de systématiser toutes les actions de sensibilisation et de formation, notamment auprès des scolaires. On sait très bien que pour habituer aux éco-gestes, et là ce sont des éco-gestes énergétiques, l'ensemble des familles, l'ensemble des acteurs, commencer par sensibiliser les enfants, les étudiants, c'est la première pierre de cet édifice. Et puis, nous avons également, toujours dans cette même dynamique de massification et de formation, souhaité ce que nous avons appelé le projet 104, lié au 104 du BBC, 104 kWh par mètre carré par an, créer un référentiel des formations qui, pour la plupart, existent déjà, et que ce référentiel soit labellisé par la région et qui permettent d'utiliser ces labels d'étudiants ou évidemment de professionnels formés pour les introduire dans une obligation de résultat sur les travaux réalisés par les entreprises qui évidemment utiliseraient ces personnels formés suivant le label région. Et là aussi, nous pensons que l'éco-conditionnalité de la taxe foncière, donc conditionnée à l'utilisation de ces travaux labellisés, serait une piste intéressante à explorer. Là aussi, bonne faisabilité, puisque l'intégralité des leviers d'action sont de la compétence de la région. Alors ensuite, au-delà de ces, je dirais, de ces fondamentaux à lancer tout de suite et court terme, il est apparu qu'il fallait un projet fédérateur, une épine dorsale, un lighthouse, comme dit M. Rifkin, donc un projet phare qui soit un démonstrateur non pas technologique, mais un démonstrateur organisationnel, économique, de la faisabilité de cette troisième révolution. Alors concrètement, c'est rénover 600 bâtiments de tous usages, du logement, du commercial. C'est le faire dans les anciennes zones minières, qui est une spécificité régionale, de le faire sur des friches industrielles à reconvertir, soit par de la bioréhabilitation, soit par de la forestation, soit par de la promotion immobilière, et de le faire de façon coordonnée avec la filière bois, c'est-à-dire aligner les plans de rénovation forestière, les plans de coupe avec les projets de construction, et d'y incorporer des usines du futur. Dans ce cadre, y mettre aussi un virtual power plant, c'est-à-dire une agrégation de bâtiments tertiaires qui vont organiser une péréquation énergétique entre eux, avec un objectif de réplication de ce dispositif à l'échelle du territoire qui est évalué pour le moment à un montant autofinancé de 50 millions d'euros par an en mode de croisière, et le tout sous la contrainte d'un contrat de performance énergétique. Donc la nouveauté, c'est vraiment de combiner de la rénovation et du contrat de performance énergétique. Le contrat existe déjà, la rénovation existe déjà, les écoquartiers existent déjà, mais faire la combinaison des trois, contrat de perf sur de la rénovation, sur des quartiers, c'est nouveau. Et l'idée, c'est de disposer à l'échelle de la région de démonstrateurs, non pas technologiques. Effectivement, s'il ne s'agit pas de démontrer que l'on peut faire fonctionner tel ou tel élément technique, mais il s'agit de démontrer que sur des zones spécifiques à projet, on va roder le fonctionnement organisationnel, le fonctionnement opérationnel, le fonctionnement, j'allais dire, de tout ce qui est entretien. Finalement, une zone à expérimentation à l'échelle 1, à la grandeur de l'échelle normale, avec des vrais habitants, des vrais industriels, et c'est ça que nous avons appelé un démonstrateur.
un endroit d'avancée condensée, et non pas sous la forme d'un seul quartier, mais d'une grappe de quartiers pouvant justement créer une transversalité sur cette notion-là à travers nos différents territoires, qui servirait évidemment de laboratoire de formation, puisque c'est aussi le rôle du démonstrateur, pour les étudiants, pour les professionnels de la filière bâtiment, et puis évidemment un lieu de sensibilisation, puisque tous les citoyens de cette région qui seraient sensibles à cette nécessité d'améliorer notre bilan énergétique pourraient évidemment venir visiter ces différents projets. Alors, il est clair que la faisabilité, évidemment, composante par composante, est faisable. Comment ? Accélérer. Mais sans vouloir troubler ta zénitude, il reste 5 minutes. Ouais, parfait. Il ne reste plus qu'un projet. Et en même temps, c'est l'ampleur qui rend la faisabilité difficile. L'ampleur de ce mouvement que nous souhaiterions donc, j'allais dire, susciter. Alors, la dernière proposition, pour en fait répliquer ce projet phare, Zéniville, tel qu'il a été baptisé pour le moment, c'est de mobiliser des financements internationaux. C'est d'attirer les investisseurs de Londres, de Francfort, de Paris d'ailleurs, et de le faire en créant un véhicule financier, mais pas que ça, qui a un vrai savoir-faire au-delà du financement, pour faire du tiers investissement, soit sur que des ENR, soit sur la combinaison ENR-réhabilitation. Donc sur ces deux spécialisations, elles auront en commun de l'ingénierie, de la planification de travaux, du suivi, la mise en place d'une garantie de performance, le tout couplé avec un financement, en particulier pour les propriétaires, les petits propriétaires qui n'ont soit pas la volonté, soit pas les moyens de lancer de la rénovation ambitieuse. C'est la prise en charge de ces travaux de A à Z pour le compte de tiers, une entité à visée régionale et une entité à visée plus locale sur le segment des propriétaires, avec une dotation en capital de la région, mais aussi d'autres acteurs publics et privés, et adossé à ça des leviers fiscaux particuliers, comme la bonification du COS, pour permettre de densifier, et des leviers autour de la taxe foncière, qui, s'ils existent, sont très peu utilisés. Alors, d'ailleurs, c'est encore à Benoît. En fait, nous avons placé sur l'échelle faisabilité-impact ce qui nous semblait être un véritable parcours pédagogique, à savoir que les deux premières actions court terme sont celles qui sont évidemment le plus faisables. Elles ont effectivement un impact, j'allais dire, confidentiel dans un premier temps. C'est plutôt la filière, bâtiment, etc. L'appel à projet, évidemment, avec une faisabilité plus moyen terme, a un impact, une portée à connaissance qui est déjà nettement plus forte. Et alors, nous pensons que le plus dur étant la création de ces opérateurs de tiers investissement, aurait évidemment sur notre région un impact majeur en termes de bascule dans la troisième révolution industrielle. Alors, les conditions qui nous paraissent importantes pour pouvoir réussir l'ensemble de ces 4 projets, c'est d'abord, nous proposons de maintenir la mobilisation et la dynamique régionale en pérennisant le groupe de travail qui est à l'origine de cet atelier. Évidemment, il s'agit d'affiner le périmètre, le coût de chacun des 4 projets que nous vous avons présentés. Et nous pensons que puisque le plus facile, j'allais dire, mettra le moins de temps à se mettre en œuvre, il faut lancer les 4 démarches en parallèle pour que, évidemment, donner à chacune autant de chances de réussir, avec chacune évidemment ayant un impact qui est progressivement important. Donc voilà un petit peu la restitution d'un travail très riche qui nous a fallu condenser et forcément du coup simplifier. Je mesure la difficulté de l'exercice et donc je vous en remercie et vous en félicite d'autant plus
Mais bien évidemment, vos travaux, vous-même, vous êtes à la disposition de tous ceux qui voudraient approfondir. Nous sommes à un point d'étape, hein, nous ne sommes pas à la fin de notre exercice. Un mot de Claude Langlais. On a la chance d'avoir un maître d'ouvrage ici. Donc je te demande, Philippe, de prendre ta casquette maître d'ouvrage et non plus celle de copilote de ce groupe de travail. En fonction de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entendu depuis 4 mois, tout ce que vous avez fait entre vous, demain, tu es prêt à y aller? C'est... Je vais répondre. Est-ce qu'il marche le micro? Voilà. J'allais dire, non seulement nous avons démarré et donc nous devons amplifier. Donc nous allons le faire. Oui, bonjour, Nicolas Pirotte, je suis chef de cabinet adjoint du ministre du Développement durable en Wallonie. Je pense que vous avez rencontré une collègue à moi lundi dernier. Pour partager l'expérience très rapidement, effectivement, je le savais, mais surpris de la similarité de nos régions, puisqu'on a estimé à environ 1 million de logements à rénover en Wallonie, et vous êtes très proches. Et vous dire qu'on a lancé depuis 4 ans ce qu'on appelle l'Alliance Emploi-Environnement, peu importe son nom, mais qui poursuit vraiment un objectif très très comparable. Et donc, je pense que, d'une part, il y a un élément où je voudrais partager avec vous, finalement, quel est notre rôle en tant que fonction publique, en tant qu'acteur public. Quand vous dites, bon, l'ampleur de la tâche est très grande, certainement, mais est-ce que on a pour ambition de, à nous seuls, pouvoir résoudre, je dirais, l'ampleur du chantier? Je pense qu'on doit jouer vraiment le rôle de front-runners, comme dirait Monsieur Rodmans dans sa théorie, la gestion du management de la transition. C'est qu'on doit vraiment jouer le rôle d'exemplarité. Et donc, lancer des incitants, par exemple, financiers, comme vous le proposez ici. Nous, on s'est articulé, on s'est basé sur nos sociétés de financement de crédit social pour jouer le rôle de société financière, et lancer des incitants visant par exemple à financer des bouquets de travaux. Je trouve intéressant de pouvoir promouvoir des travaux à consonance énergétique. Vous dire aussi que... il ne faudrait pas prendre trop de temps sur le débat, et d'autant plus que... Non, mais je finis juste... D'autant plus que le propos que vous tenez ne s'adresse pas nécessairement à Philippe Rémignon, mais on en traitera évidemment cet après-midi sur un plan global avec les moyens que nous comptons mettre en œuvre. Alors je finirai juste, si vous me permettez, Monsieur le Président, quand même, sur le fait d'insister sur l'aspect de la recherche. La recherche pour faire émerger des filières innovantes, notamment dans les matériaux d'isolation par rapport au bâtiment. Et je n'ai pas entendu cet axe-là aujourd'hui, mais ça viendra peut-être dans les propos. Merci. C'est bien le rôle que nous avons donné à la région dans notre idée, hein, sous la houlette de Nathalie Roturier, qui était copilote. Oui, donc Philippe Emery, conseiller régional, conseiller municipal à Dunkerque. Sur les propositions qui ont été faites, 3 éléments. Sur les obligations de résultat, je pense qu'il faut qu'elles soient copartagées entre le constructeur et l'utilisateur, puisqu'il ne peut y avoir de résultat de performance énergétique s'il n'y a pas, et ça a été évoqué dans le premier groupe de travail, une initiation à des comportements peut-être différents. Deuxième remarque, vous avez insisté sur le projet Zanyville, sur l'importance des contrats de performance énergétique. Or, les contrats de performance énergétique sont intimement liés au partenariat public-privé, ce qui inclut une restriction à l'accès au marché pour un certain nombre d'acteurs économiques, en particulier TPE, PME. Et troisième remarque sur les sociétés de tiers investissement, je crois qu'il faut éviter l'écueil de la financiarisation, et que ces sociétés de tiers investissement, est-ce que vous pensez pouvoir les développer à un niveau plus local avec une participation, je dirais, des habitants? Tout ça dans l'idée du circuit court, puisque dans le groupe de travail précédent, il avait été évoqué qu'il fallait que sur le territoire, on voit le résultat pour inciter à l'effort. Le montant estimé sur d'ici 2050 pour faire ces rénovations et arriver à un territoire à bilan énergie positif est de l'ordre de 120 milliards. Ça fait 3 milliards à mobiliser chaque année.
Donc oui, il faut associer les investisseurs locaux, bien sûr, mais vu les montants, il faut aussi aller chercher l'argent où il est. Et cette société de tiers investissement, il faut trouver le bon nom, n'est pas juste un fonds d'investissement, c'est aussi une alliance de compétences dans le domaine du bureau d'études, de la maîtrise d'ouvrage et ou de la maîtrise d'œuvre. Donc c'est vraiment une alliance de compétences au-delà d'un simple véhicule financier. Quant à la nécessité pour l'utilisateur d'un bâtiment, j'allais dire à haute performance énergétique, il est clair que nous avons mis au cœur de tous ces projets-là toute la filière sensibilisation, la filière accompagnement, conduite du changement, d'abord effectivement pour la population, pour ceux qui utiliseront ces bâtiments. On sait très bien qu'un bâtiment j'allais dire à énergie positive, s'il est très mal utilisé, peut être catastrophique. Donc là-dessus, évidemment, nous l'avons bien mis dans tout ce qui était... Et c'est aussi le rôle de Zéniville, j'allais dire, d'amener les scolaires et de bien les conduire au bon geste.